Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo sur le thème de l'infidélité. Cette vidéo, elle s'intègre dans un package de plusieurs vidéos autour de ce même thème. Et aujourd'hui, plus spécifiquement, je vais traiter de la question de la reconstruction après l'infidélité. Alors c'est vrai que c'est une question qui revient très souvent en thérapie avec les couples qui me consultent dans le cadre d'une infidélité. Est-ce qu'on peut vraiment se reconstruire après ça? Certains vous diront que non, que la confiance est brisée à jamais. D'autres vous penseront à sauver le couple à tout prix. En tant que thérapeute, moi je vous le dis, la réponse elle n'est pas aussi tranchée. Ça n'est ni oui ni non. Elle est nuancée cette réponse et surtout elle dépend de vous. Aujourd'hui, je vais vous partager ce que j'observe en séance, les conditions qui rendent une reconstruction possible ou non, pourquoi reconstruire ne signifie pas revenir comme avant, et ça c'est une erreur qui est bien souvent faite, comment éviter les pièges qui sabotent le processus. Si vous traversez cette épreuve dans votre couple actuellement, ce que vous allez entendre peut vous aider à y voir plus clair. Restez avec moi, je vous dis tout de suite. Alors, en premier lieu, j'ai envie de vous dire que la reconstruction, ça n'est pas une obligation. Ça, c'est la première chose à comprendre. Tous les couples, non, ne vont pas se reconstruire après une infidélité. Et pourtant, ça n'est ni un échec, ni un manque d'amour. Parfois, la séparation, c'est la solution la plus adaptée et la plus saine pour les deux partenaires après cet événement. En thérapie, on ne va pas chercher à juger ce choix. On va travailler par contre à ce que ce choix se fasse de façon consciente et qu'il ne soit pas dicté par la peur, la culpabilité ou la pression sociale. C'est vraiment l'objectif de la thérapie de couple et de la triangulation avec le thérapeute, c'est de vous permettre de comprendre le sens de cette infidélité pour l'un comme pour l'autre, et puis de questionner ce qui est faisable pour l'un comme pour l'autre dans l'après. C'est vraiment l'idée d'avoir devant soi toutes les données pour pouvoir se positionner sur un choix beaucoup plus incarné. Je dirais qu'il y a 4 facteurs importants pour que la reconstruction soit possible. Et ça, c'est ce que j'ai vraiment identifié en accompagnement depuis que je suis installée. Ces 4 facteurs, ils font la différence. On va essayer de les analyser un à un. La première condition, c'est qu'il y ait une reconnaissance pleine et entière de l'acte. C'est-à-dire qu'il ne doit pas être minimisé. J'entends par là, c'était juste un baiser, par exemple. Il ne faut pas non plus qu'il y ait de retournement de situation. C'est tu m'as poussé à faire ça, ou parce que tu étais ceci dans le couple, j'ai dû aller. Ok. Une reconnaissance sincère, sans excuse. Alors quand je dis sans excuse, ça ne veut pas dire que le partenaire qui est infidèle ne doit pas s'excuser, mais sans se chercher des excuses et des justifications. Et en séance, parfois, il nous arrive d'ailleurs de travailler sur la lettre de responsabilité pour aider la personne infidèle à assumer ses actes pleinement. Deuxième facteur clé, c'est la prise de responsabilité que j'appellerais active. Parce que demander pardon, ça ne suffit pas, il va falloir comprendre ces mécanismes. Est-ce que cette infidélité, elle vient parler d'une difficulté rencontrée dans le couple, en termes de communication, en termes d'intimité, par exemple? Ou alors, est-ce que cette infidélité, elle est en lien plus précisément avec des blessures personnelles de la personne qui passe à l'acte, soit par manque d'estime de soi, par peur de l'engagement, par besoin de réassurance, etc. Et c'est tout ce travail d'introspection qui permet d'éviter les répétitions. C'est en ça que c'est très important. Il ne s'agit pas de refermer la blessure et de se dire ok, on n'en parle plus, on passe à autre chose. Non, ce qui est important, c'est de comprendre les raisons sans chercher à ce que ça justifie ou excuse l'acte, mais de comprendre ce qui se cache derrière ce passage à l'acte. Troisième aspect, c'est l'expression libre de la souffrance de la personne qui a été trompée. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué en général dans le couple, parce que la personne qui est trompée, elle vit une blessure relationnelle, identitaire importante. Ce qui se passe souvent, c'est que la personne trompée, elle a besoin d'exprimer sa colère et sa tristesse. Et c'est légitime. Mais
cette colère, elle vient, avoir des impacts, non négligeables sur la personne responsable de l'infidélité et donc c'est particulièrement difficile à entendre dans le temps. Je dirais que pourtant, il est vraiment essentiel que cette blessure de la personne puisse être entendue, dans sa totalité et dans sa globalité. Il y a un enjeu fort à cet endroit-là. Par contre, en thérapie, on va chercher à utiliser des outils pour cadrer ce flot émotionnel qui peut être extrêmement important. Le cadrer, mais pas pour l'empêcher, plutôt pour le rendre entendable et puis pour le rendre transformable. Par exemple, on va pouvoir parler de cercle de parole, on va pouvoir parler de temps spécifiques, hein, comme le temps à la bougie, pour sécuriser ces échanges et que la personne qui a été infidèle ne se sente pas avalée par ce flot de culpabilité qui peut être ressenti à cette occasion. Le quatrième facteur qui est très important, c'est qu'il faut bien entendu qu'il y ait une volonté réelle des deux partenaires de chercher à reconstruire. Parce que reconstruire à sens unique, ça ne marche pas. C'est comme construire une maison avec un seul maçon, c'est un peu compliqué. Ça va pas tenir longtemps. Les deux doivent être engagés, les deux ont un travail à faire d'élaboration par rapport à cet événement qui intervient dans l'intime du couple. Alors je dirais que si ces 4 conditions sont réunies, alors oui, une reconstruction est envisageable. Mais attention, ça ne ressemblera pas forcément à ce que vous imaginez. Oui, parce que reconstruire, ça ne veut pas dire retrouver le couple d'avant. Beaucoup de couples échouent parce qu'ils veulent effacer l'infidélité et revenir à la relation comme avant. Or, c'est impossible. Après une trahison, le couple d'avant, il n'existe plus. La vraie question, c'est plutôt, sommes-nous prêts à reconstruire une relation plus saine, plus consciente et plus ajustée? Et concrètement, cela passe par plusieurs étapes. Premièrement, réapprendre à communiquer. Et pour ma part, en séance, j'utilise beaucoup les apports de la théorie de la communication non violente de Marshall Rosenberg, c'est-à-dire utiliser le jeu pour éviter les accusations. Deuxième étape, ça va pouvoir être de mettre en mots les non-dits. Et par exemple, on peut utiliser l'exercice des 3 questions interdites en séance pour border en fait ce non-dit. Redéfinir les limites et les attentes, bien entendu, au sein du couple, parce que la fidélité a été mise à l'épreuve au travers de ce passage à l'acte, et donc il s'agit de redéfinir ce qu'on attend de la fidélité entre nous aujourd'hui et à partir de maintenant. Et puis l'étape, on va dire, finale, mais qui est celle vers laquelle on cherche à tendre par les 3 autres points, c'est de restaurer une sécurité émotionnelle progressive. La confiance, ça ne se donne pas, ça se reconstruit par expérimentation. C'est parce que j'expérimente dans le temps, de façon répétée et constante, que l'autre est stable, que l'autre est fiable, que la confiance se reconstruit. Donc ce sont vraiment des actes cohérents et pas des promesses. Les promesses, ça ne fonctionne pas. Prenons un exemple fictif. Sophie et Thomas viennent me consulter. Après une infidélité, ils ont choisi de tout recommencer à zéro. Pas en faisant semblant d'oublier, mais en créant de nouveaux rituels. Par exemple, un rendez-vous hebdomadaire pour parler de leurs besoins réciproques. Une transparence totale sur leurs emplois du temps. Aujourd'hui, ce qu'ils vont pouvoir dire, c'est que le couple est plus solide qu'avant, mais différent. Et c'est vraiment ça qu'il faut viser. C'est-à-dire que la reconstruction à l'identique ne va pas fonctionner. Enfin, je voudrais attirer votre attention sur les pièges à éviter absolument pour cette reconstruction. Parce que en thérapie, je vois souvent ces erreurs qui sabotent les efforts des 2 partenaires. Premièrement, la première erreur, ce serait de vouloir aller trop vite, heu, en disant: «On n'en parle plus, c'est derrière nous». Oui, mais comme je vous l'ai expliqué précédemment, la confiance, ça prend du temps à expérimenter. Donc, fermer la page, ça veut dire qu'on n'a pas élaboré les raisons, le sens donné à cette situation et que la confiance n'est pas encore restaurée au moment où on cherche à tourner la page. Donc le risque, c'est que la blessure, elle ressurgisse un peu plus tard. Deuxième point, c'est d'éviter les sujets sensibles. Ça, c'est une erreur que j'entends souvent. On va pas remuer le couteau dans la plaie. Et le problème de ça, c'est que les non-dits, ils risquent de pourrir dans la relation.
Alors, je fais un bémol parce que quand on dit les non-dits, je ne parle pas forcément d'aller dans une transparence excessive qui deviendrait blessante. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait spécifiquement, quelle position, avec qui, à quelle heure, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Par contre, c'est plutôt se positionner sur ce qui a besoin d'être dit pour la reconstruction. Enfin, troisième écueil, ce serait de rester par peur. Peur de la solitude, peur du jugement, parfois peur matérielle également. Euh, Ce que je veux dire par là, c'est que ça n'est pas incompatible forcément avec une reconstruction, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que les partenaires, ils aient conscience des raisons réelles pour lesquelles ils vont reconstruire de telle ou telle façon ce couple. Euh, et j'entends souvent ce qu'on me dit, on va rester pour les enfants. Oui, et pourtant, ce que ça donne souvent, c'est que c'est un couple qui va rester vide de sens et qui, parfois, va faire porter ça inconsciemment justement sur les 10 enfants. Donc, la question, elle se pose de est-ce que vraiment ça a un intérêt, cette argumentation de on reste pour les enfants. En tout cas, ces stratégies, elles semblent protéger le couple à court terme, mais ce qui est évident, c'est qu'elles le fragilisent sur le long terme. Pourquoi un accompagnement thérapeutique peut changer la donne? Je dirais qu'après une infidélité, c'est possible de faire le travail tout seul, mais c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que la relation, c'est à la fois le lieu de la blessure et le lieu où vous cherchez à vous soigner. Donc c'est comme essayer de se recoudre soi-même une plaie profonde. C'est possible, mais attention, il faut être bien armé d'une certaine façon. Le thérapeute, il va chercher à vous aider à sécuriser les échanges par le cadre qu'il impose en séance. Ça va éviter les crises pendant les discussions. Ça va éviter de rejouer ce que vous faites en face à face à la maison. Ça donne aussi une place plus juste à chacun. Il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de victime. On est euh, dans une posture d'égalité et on va chercher à ce que chacun se sente entendu dans ce qui se passe pour lui. D'ailleurs, je vous invite à aller voir mes 2 vidéos connexes, à savoir qu'est-ce qui se passe pour la personne qui a été trompée, mais également qu'est-ce qui se passe pour la personne qui est trompée. Parce que finalement, même si ça paraîtrait évident que la personne qui a été trompée est celle qui souffre le plus, peut-être qu'il y a des enjeux profonds également pour la personne qui a trompé. Et puis enfin, le thérapeute, il va vous aider à travailler sur le couple et sur les individus. Parce que bien souvent, les blessures personnelles de chacun ressurgissent au travers de cet épisode. En séance, on va donc utiliser des outils comme l'analyse des schémas relationnels pour comprendre les répétitions. Bien entendu, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la communication non violente aussi, de façon à exprimer les choses importantes de façon entendable pour chacun. En fait, reconstruire après une infidélité, c'est un peu comme traverser une tempête. Ça demande du courage, des outils et parfois un guide. Mais au bout du chemin, il y a toujours 2 issues possibles. Soit un couple renouvelé, soit une séparation apaisée. Dans les 2 cas, vous en sortez grandi. En conclusion, je dirais que l'essentiel après l'infidélité, c'est finalement de faire un choix conscient. Euh, je dirais que la reconstruction, elle est possible si votre choix, il est éclairé et qu'il ne vient pas en réponse à une réaction de peur ou de culpabilité. Et parfois, la thérapie, elle permet de reconstruire le couple, parfois elle aide à se séparer avec respect. Dans les 2 cas, elle vous évite de répéter les mêmes schémas. Si cette vidéo, elle résonne avec ce que vous vivez, sachez que vous n'êtes pas seul. Un accompagnement peut vous aider à clarifier ce qui est réparable et comment ça le serait, et puis ce qui n'est pas réparable et comment tourner la page. Vous trouverez le lien pour prendre rendez-vous en description de cette vidéo, et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la question qui vous bloque le plus aujourd'hui quand vous pensez à cette reconstruction. Je vous répondrai personnellement. En attendant, merci de votre écoute, merci de liker et de partager cette vidéo à ceux que vous pensez en avoir besoin, et prenez soin de vous.